Lorsque les historiens décrivent l'année 1901 à Jacksonville, en Floride, ils se concentrent habituellement sur la dévastation en surface. Le grand incendie qui dévora 146 pâtés de maisons, les 10 000 sans-abri, les 2 368 bâtiments réduits en cendres en seulement 8 heures. Mais la vraie histoire, celle qui apparut à peine dans les journaux, celle qui même aujourd'hui reste enfouie dans des notes d'archives, commença sous la surface. Elle débuta avec un simple ordre de reconstruction. Les ingénieurs reçurent l'instruction de déblayer les décombres du district incendié, stabiliser les fondations et déterminer si le sol pouvait supporter une nouvelle ville renaissant des cendres. L'objectif était pratique, retirer les débris, inspecter le sol et préparer la reconstruction. Mais dès que les ouvriers commencèrent à creuser à travers les restes calcinés, quelque chose d'inattendu se produisit. Ils percèrent une couche qui n'avait pas été exposée de mémoire d'homme. Sous les sols des sous-sols, plus profonds qu'aucune construction connue n'atteignait, les équipes découvrirent des chambres et des passages qui ne correspondaient à aucun registre de construction. Leur conception était inhabituelle, leur échelle était massive, et la construction ne ressemblait à rien dans les catalogues architecturaux de la Floride du début du siècle. Elle ne ressemblait même pas aux méthodes de construction coloniale espagnoles telles que communément comprises. Cela ne fut pas mentionné dans les rapports publics sur la reconstruction. Cela ne parut pas dans les journaux célébrant la renaissance phénix de Jacksonville. Mais dans les notes internes de cette année-là, une phrase discrète apparaît encore et encore. Structures imprévues, profondeur inattendue, origine inconnue. L'histoire officielle simplifierait plus tard tout ceci en ancienne cave marchande, installation de stockage abandonnée ou simplement égouts pluviaux mal identifiés. Rien d'inhabituel, rien qui mérite discussion. Mais les photographies de récupération de l'époque, celles développées dans des bureaux sombres, tandis que Jacksonville se reconstruisait à vitesse record, montrent quelque chose de différent. Elles montrent des ouvriers debout près d'arches en briques taillées avec une précision bien plus nette que n'importe quel maçon de l'époque ne devrait permettre. Des passages assemblés si soigneusement que même dans le faible éclairage de la photographie de 1901, l'ingénierie est indéniable. Des corridors et systèmes de tunnels qui ne ressemblent à aucune construction américaine connue, mais à quelque chose de plus ancien, plus systématique, plus délibéré. Et plus ils creusaient profond, plus les couches cessaient de ressembler à l'histoire urbaine telle que nous la connaissons, pour ressembler davantage à une infrastructure qui avait été ensevelie, cachée et délibérément oubliée. Au début, les équipes de récupération tentèrent de tout catégoriser de la manière la plus simple possible. Vieux sous-sol, tunnels utilitaires oubliés, dolines naturelles communes à la géologie floridienne. Mais à mesure que les notes s'accumulaient et que davantage de structures étaient découvertes, les incohérences se multipliaient. Pourquoi certains bâtiments souterrains étaient-ils construits avec des capacités porteuses dépassant de loin tout ce qui se dressait au-dessus d'eux? Pourquoi certains motifs de briques étaient-ils formés en arrangement modulaire, comme s'ils étaient produits en masse plutôt que posés à la main? Pourquoi certains passages s'étendaient-ils dans l'obscurité bien au-delà de l'empreinte de tout quartier documenté? Et la question qui troublait même les ingénieurs les plus expérimentés, pourquoi ces structures souterraines étaient-elles si vastes? Jacksonville en 1901 était une ville portuaire en pleine croissance. Pourtant, l'infrastructure sous certaines parties du district incendié semblait construite pour une population bien plus importante que tout ce que la ville avait jamais enregistré. Les équipes de récupération admirent discrètement entre eux que l'étendue et la sophistication ne correspondaient à aucune phase de développement connue. Et bien qu'aucun d'eux n'utilisait des termes comme civilisation ensevelie, ils reconnaissaient quelque chose de tout aussi troublant. Quelqu'un avait construit massivement sur ce terrain auparavant. Pas de simple cave, pas de salle de stockage, un district souterrain entier. À mesure que la documentation augmentait, le silence aussi. Les rapports devinrent plus courts, les descriptions devinrent vagues, les photographies cessèrent de montrer les vues les plus larges des découvertes, puis les zones d'excavation furent partiellement comblées à nouveau fin 1901, couvertes là où nécessaire pour de nouvelles fondations, et une grande partie de ce qui fut exposé retourna dans l'obscurité. Seuls des fragments subsistent,
des notes, une poignée de photographies et les témoignages discrets d'archivistes qui virent les dossiers avant que certains ne disparaissent. Mais même d'après ce qui survit, un motif devient visible, des structures trop étendues pour tout développement documenté de Jacksonville, une maçonnerie trop précise pour la chronologie acceptée, des méthodes de construction qui semblent héritées plutôt qu'improvisées, une architecture qui semble appartenir à une ère de construction entièrement différente. Lorsque les équipes de récupération dépassèrent les premières couches reconnaissables sous le district incendié, les attentes étaient simples. Elles croyaient trouver le niveau des sous-sols, peut-être quelques vieilles citernes, et des vestiges épars de la construction pré-incendie. Rien d'inhabituel, rien d'extraordinaire. Mais en quelques semaines, cette supposition s'effondra car au lieu d'une séquence nette de phases de construction, les équipes découvrirent un empilement de couches architecturales qui ne se comportaient pas comme l'infrastructure d'une ville normale est censée se comporter. La première anomalie fut l'orientation. Chaque couche, bâtiment documenté, sous-sol inconnu, et tout ce qui gisait en dessous semblait suivre la même grille directionnelle, les mêmes alignements de rues, la même logique d'urbanisme. Des époques différentes ne devraient pas faire cela. Différents constructeurs, différentes décennies, différents objectifs. Ils ne construisent pas en alignement parfait avec des structures venues des générations précédentes. Pourtant, sous Jacksonville, ils le faisaient. Des corridors d'une époque se connectaient directement à des passages enterrés plusieurs mètres en dessous. Des murs structurels maintenaient le même relèvement, même séparés par ce qui semblait être des décennies de sédiments. C'était comme si chaque groupe ayant jamais construit sur ce terrain suivait un plan de rue original, un plan qui n'existait plus dans aucun registre municipal. À mesure que les ouvriers creusaient plus profond, les couches devenaient plus étranges. Sous les fondations et l'argile attendue, ils commencèrent à rencontrer de la maçonnerie qui ne ressemblait en rien à la construction contemporaine. Des unités beaucoup plus grandes, des joints de mortier beaucoup plus serrés, des motifs qui semblaient trop mathématiquement précis pour quoi que ce soit dans la chronologie documentée de Jacksonville. Certaines arches apparaissaient presque surconçues, passages incurvés avec une géométrie impeccable, façonnés avec une précision qui ne correspondait pas aux fours rudimentaires de la Floride frontalière. La brique elle-même soulevait des questions. Des analyses chimiques menées des années plus tard sur des échantillons récupérés montrèrent des températures de cuisson plus élevées que n'importe quel four connu de la région ne pouvait atteindre, des compositions qui ne correspondaient pas aux gisements d'argile locaux, des techniques de liaison qui ressemblaient davantage à la fabrication industrielle qu'à la maçonnerie formée à la main. Puis vint la découverte qui puzzla même les membres les plus conservateurs de l'équipe d'études géologiques. Des fondations endommagées par l'eau, des surfaces de briques érodées, comme si exposées à de l'eau courante pendant des périodes prolongées, des passages inférieurs avec des marques d'inondation, des murs avec des dépôts minéraux qui ne se forment qu'après une submersion prolongée. Pourtant, il n'existe aucun registre historique de Jacksonville connaissant des inondations à ces profondeurs dans les siècles récents. Aucune carte montrant des cours d'eau souterrains sous ces emplacements spécifiques. Rien qui explique pourquoi de grandes sections des structures les plus profondes semblent avoir été autrefois complètement submergées ou ensevelies sous des couches de sédiments gorgés d'eau pendant des décennies, possiblement plus longtemps. Les photographies de récupération prises en 1901 montrent ceci clairement. Des ouvriers debout près d'arches si massives que les hommes paraissent miniatures en comparaison. Une maçonnerie posée si précisément que même aujourd'hui, les maçons étudient les images d'archives avec incrédulité. Des angles et courbes qui ressemblent à de l'ingénierie bien plus sophistiquée que tout ce dont la Floride du début du siècle est créditée. Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui apparaissait dans les photographies, c'était ce qui n'apparaissait pas dans les archives. Les rapports officiels écrits dans les mois suivant l'incendie mentionnent à peine ces caractéristiques. Certains dessins omettent entièrement les niveaux les plus profonds. Certaines structures sont résumées avec des termes vagues, comme ancienne construction ou développement précédent, même si les photographies montrent qu'elles étaient bien plus complexes que cela. Le silence est difficile à manquer, car si ces couches plus profondes appartenaient vraiment à des périodes historiques connues,
Pourquoi n'ont-elles pas été décrites en détail? Pourquoi les méthodes de construction inhabituelles n'ont-elles pas été documentées minutieusement? Pourquoi les photographies furent-elles dispersées dans des collections privées au lieu d'être rassemblées dans un seul rapport municipal? Même certaines maçonneries levèrent des drapeaux rouges, des bords trop tranchants, des surfaces trop lisses, des systèmes de drainage trop sophistiqués. Des marques qui ressemblaient presque moins à des outils manuels qu'à de la coupe de précision. Une coupe qui, selon la chronologie conventionnelle, n'existait pas lorsque ces structures furent supposément construites. Ce que les équipes de récupération découvrirent furent des structures qui ne correspondaient même pas à la construction coloniale espagnole, ne correspondaient donc pas à la construction frontalière américaine et ne correspondaient même pas les unes aux autres dans un sens conventionnel. Au lieu de cela, elles formaient un vocabulaire architectural étrange, un qui semblait provenir de multiples périodes, tout en restant unifié, aligné et impossiblement systématique. Le premier choc vint de l'échelle elle-même. Ce n'étaient pas des caves isolées ou des salles de stockage dispersées. C'était un réseau organisé, un district souterrain complet avec ce qui semblait être des rues, des intersections et des fondations de bâtiments disposés selon un motif de grille cohérent. Certains passages étaient assez larges pour des chariots, d'autres contenaient ce qui semblait être des vestiges de trottoirs, des sections surélevées le long des murs suggérant des passages piétons. L'agencement n'était pas aléatoire. Il était planifié, conçu, exécuté avec le type d'organisation urbaine que les rues de surface de Jacksonville n'atteindraient que des décennies plus tard. Puis vint la caractéristique qui pesela encore les chercheurs aujourd'hui, les systèmes de ventilation élaborés. Officiellement, ils furent un plus tard étiquetés comme égouts pluviaux ou poches d'air naturel. Mais rien en eux ne correspond aux formations typiques de drainage ou géologiques. C'étaient des puits conçus, des passages verticaux avec des murs doublés de briques, positionnés à intervalles réguliers à travers le réseau souterrain. Certains contenaient des vestiges de ce qui semblait être des persiennes mécaniques ou des couvercles ajustables. D'autres montraient des signes de conception délibérée de circulation d'air avec des canaux angulés qui auraient créé des courants ascendants naturels. Des ouvriers de 1901 les décrivirent dans des lettres privées comme des trous respirants, non pas des drains, mais de la ventilation pour des espaces occupés, bien qu'aucune histoire officielle ne reconnaisse que Jacksonville ait jamais eu un district souterrain fonctionnel. Une autre anomalie apparut dans le système de fondation lui-même. Partout dans le réseau souterrain, les ouvriers trouvèrent des colonnes de support massives, des piliers de briques bien plus substantiels que tout ce qui était nécessaire pour soutenir les bâtiments en bois qui se dressaient au-dessus. Ceux-ci ne soutenaient pas des entrepôts ou des boutiques. Ils étaient là conçus pour supporter d'énormes charges distribuées, comme si le niveau de surface entier était censé être substantiellement plus lourd. Cela créait une possibilité inconfortable. La Jacksonville, qui brûla en 1901, n'était peut-être pas la première ville sur ce site. Elle avait peut-être été construite au-dessus de quelque chose de beaucoup plus grand, un développement dont l'échelle ne fut jamais enregistrée, jamais enseignée et jamais expliquée dans l'histoire officielle de la Floride. Plus les ouvriers creusaient profond, plus il devenait impossible de rejeter ces découvertes comme des anomalies isolées. Ce qui émergea fut la preuve d'un urbanisme systématique, une infrastructure souterraine complète qui s'étendait sous au moins 17 pâtés de maisons, possiblement davantage. Voici où l'histoire devient vraiment bizarre. Dans les semaines suivant l'incendie, les superviseurs de récupération documentèrent plus de 1700 structures souterraines distinctes dans la zone d'excavation. Pas des pièces dans des bâtiments, des structures distinctes, chacune avec sa propre fondation, ses murs et son but apparent. Ce nombre apparut dans les rapports préliminaires, mais en quelques mois, il disparut des registres officiels. Les documents ultérieurs référencent seulement divers sous-sols ou anciennes constructions. Le compte spécifique de 1700 structures disparut, presque comme si quelqu'un avait décidé que ce nombre soulevait trop de questions inconfortables. Car si Jacksonville avait vraiment 1700 bâtiments souterrains, où la population est-elle allée? Pourquoi ce district fut-il abandonné? Et plus important encore, pourquoi aucun registre historique ne reconnaît son existence?
À mesure que la documentation s'accumulait, un autre motif émergea. Malgré les différences d'âge apparentes entre les couches, toutes les structures partageaient certaines caractéristiques: taille de briques standard, dimension d'arches cohérentes, hauteur de plafond uniforme. Cela suggérait une planification centralisée, des normes institutionnelles et une construction coordonnée à travers le réseau entier. Ce n'était pas une croissance urbaine organique. C'était conçu, possiblement par une seule autorité administrative, avec les ressources pour imposer des codes de construction à travers un projet massif. Les artefacts physiques récupérés du réseau souterrain ne firent qu'approfondir le mystère. Les ouvriers trouvèrent des objets manufacturés qui ne correspondaient à aucune entreprise connue de Jacksonville. Des tuyaux en céramique avec des marques de fabricants d'entreprises qui n'apparaissent dans aucun registre, des fixations métalliques utilisant des compositions d'alliage qui n'étaient pas commercialement disponibles en Floride, des vitres avec des techniques de fabrication que les historiens régionaux ne peuvent identifier. Certains objets semblaient délibérément placés, comme si les espaces avaient été évacués de manière ordonnée. D'autres semblaient abandonnés soudainement, laissés derrière lorsque le district souterrain fut définitivement fermé. Peut-être le plus perturbant furent les marquages trouvés sur certains murs. Pas de graffiti, pas de griffures désinvoltes, mais des symboles soigneusement gravés et ce qui semblait être des panneaux de repérage dans une langue ou un système de notation qui ne correspond à aucune écriture connue utilisée dans l'histoire de la Floride. Certains chercheurs prétendirent plus tard que c'étaient juste des éléments décoratifs ou des marques d'entrepreneurs, mais leur placement cohérent aux intersections et passages majeurs suggère une fonctionnalité, un système de navigation pour un district souterrain assez étendu pour en nécessiter un. Quand vous étudiez les dernières semaines de l'opération de récupération de 1901, quelque chose devient impossible à ignorer. Le projet ne se termina pas. Il fut arrêté. Pas achevé, pas conclu. Arrêté. Plus les équipes de récupération allaient profond, plus le ton de leurs notes changeait. Les premières entrées étaient détaillées, presque excitées par la signification archéologique. Mais à l'automne 1901, le langage devient gardé, vague et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait soudainement ce qui pouvait être documenté. Et c'est là que le mystère final commence, car les chambres les plus étendues, les structures les plus sophistiquées, les sections les plus intactes du réseau souterrain, ce furent les zones qui furent réensevelies en premier. Les ouvriers décrivirent avoir rempli des passages entiers, effondré des entrées, versé des milliers de mètres cubes de remblai dans des espaces qui venaient d'être découverts. Ce n'était pas graduel, c'était immédiat. L'explication officielle, préoccupation structurelle, exigence de sécurité, calendrier de construction. Mais si c'était seulement une question de sécurité, pourquoi les sections les plus structurellement saines, celles avec une maçonnerie parfaite et des arches intactes, furent-elles les premières à être ensevelies? Et pourquoi des zones visiblement endommagées furent-elles parfois laissées partiellement exposées? Cela n'a pas de sens, à moins que ces découvertes plus profondes ne posaient un type différent de menace. Pas physique, historique. Peut-être le plus révélateur est ce qui arriva aux cartes municipales de Jacksonville. Les relevés pré-incendie des années 1890 montrent certaines zones marquées avec des notations comme « district de sous-sol » ou « développement inférieur ». Les cartes post-incendie de 1902 en avant montrent les mêmes emplacements sans de telles marques. Le réseau souterrain disparut simplement de la cartographie officielle. Même les registres fonciers changèrent. Des actes qui référençaient autrefois niveaux inférieurs ou accès souterrains furent réécrits pendant la reconstruction pour éliminer ces mentions. C'était comme si la ville prenait une décision collective de prétendre que les structures souterraines n'avaient jamais existé. Pourquoi les preuves les plus profondes, l'infrastructure la plus étendue, l'ingénierie la plus sophistiquée furent-elles scellées à nouveau? Parce que quand vous prenez du recul, le motif devient clair. La grille de ruse organisée fut ensevelie. Les systèmes de ventilation furent ensevelis. Les 1700 structures distinctes furent ensevelies. Les normes de construction uniformes furent ensevelies. Les inscriptions non identifiables furent ensevelies. Et même des parties du registre photographique disparurent.
presque comme si l'opération de récupération avait accidentellement révélé un chapitre de l'histoire de Jacksonville qui n'était pas censé refaire surface. Un chapitre plus ancien que la colonisation espagnole, plus ancien que la ville que nous connaissons, plus ancien que le récit qui nous fut donné. L'excavation de Jacksonville de 1901 n'était pas juste une opération de récupération après incendie. C'était un aperçu, un bref aperçu accidentel d'une version du passé de la ville qui soulève plus de questions que de réponses. Car si Jacksonville se dresse au-dessus d'un district entier enseveli construit par une population que nous ne reconnaissons plus, alors la vraie question n'est pas ce qui fut découvert en 1901. C'est ce qui d'autre se trouve sous les villes américaines. Quels autres incendies? Quels autres désastres opportuns dégagèrent à la surface juste assez longtemps pour que quelqu'un ensevelisse ce qui était en dessous? Et pourquoi une ville a-t-elle besoin d'oublier 1700 bâtiments? La réponse pourrait être plus simple et plus perturbante que n'importe quelle théorie élaborée. Parce que les reconnaître nécessiterait de réécrire tout ce que nous pensons savoir sur qui a construit l'Amérique, et quand et ce qui vint avant.